Bienvenue à Question d'Info. François Hollande parle emploi, Manuel Valls sécurité. Pendant ce temps, François Fillon et Nicolas Sarkozy entrent en guerre. Alors l'UMP est-elle condamnée à se déchirer en attendant 2017? Invité de Question d'Info aujourd'hui, Laurent Wauquiez, député maire du Puy-en-Velay, vice-président de l'UMP et ancien ministre. À mes côtés pour vous interroger, Monsieur Wauquiez, Françoise Fressos du Monde, Raphaël Hermano de l'AFP et la toute jolie Marie-Ève Malouine de France Info. Vous avez de la chance d'avoir un qualificatif aussi élégant. C'est un bonjour. L'actualité politique dominée par cette élection cantonale partielle à Brignoles, un Front national en hausse, une abstention massive, une gauche éliminée au premier tour. Comment vous analysez ce scrutin ? Je pense, comme tout le monde, avec beaucoup d'inquiétude. Et pas à travers le score du FN. Parce que ce qui me frappe, c'est que tous les acteurs politiques ne font que des commentaires sur le symptôme politicien. Mais ce qui est important, c'est pas le résultat du FN. C'est la réalité sous-jacente. C'est pourquoi est-ce qu'on aboutit à ce vote. Alors ? Pour moi, il y a 2 points majeurs sur lesquels il faut absolument agir. Le premier, c'est le symptôme du tous pourri. Le tous pourri qui contamine les élus, le défaut d'exemplarité et de transparence qui caractérise trop notre famille politique et notre vie politique depuis trop longtemps, aboutit à nourrir ça. On a depuis 30 ans des scandales politico-financiers à répétition. On a été incapable jusque-là d'adopter des règles de transparence démocratique qui sont comparables à celles qu'on peut avoir dans des pays comme l'Allemagne ou la Suède. Ces affaires minent le crédit du politique. On va préciser les choses. L'affaire Cahuzac. Attendez, on va préciser les choses. Oui. La dernière affaire en date, c'est l'affaire Balkany. Le compte en Suisse, Non, la dont dernière... on parle de Patrick Balkany, avec des ramifications peut-être dans les Hauts-de-Seine. C'est une affaire qui facilite le tous pourri ? Non mais, monsieur Aziza, la dernière affaire en date, c'est l'affaire Cahuzac. Oui, mais celle-là, elle a été jugée. Oui, celle-là, elle a été établie. Elle n'a pas encore été jugée. Des affaires, si jamais vous avez envie... Attendez, on parle de l'actualité, c'est l'affaire Balkany. Il est membre de... L'actualité, c'est pas l'affaire Balkany. L'actualité, c'était l'affaire Cahuzac, encore hier. Oui, il est membre de votre parti politique, il est député, il est candidat aux élections municipales à Levallois-Perret. Est-ce qu'il peut toujours être candidat municipal, Patrick Balkany ? Pardon, à ce stade, je n'ai pas vu de justice, j'ai pas vu de condamnation, j'ai pas vu de mise en examen. Donc ce qui nourrit effectivement ce fantasme aussi, c'est parce qu'on n'a pas des règles de transparence, parce qu'on n'a pas des règles de contrôle démocratique, tout ça s'alimente et part sur des rumeurs à toute allure. Moi je milite pour une chose simple, c'est que plutôt que de traiter les affaires les unes après les autres, la démocratie française se dote une bonne fois pour toutes par des règles de transparence et d'exemplarité qui permettront de purger cette situation. Quand on vous propose des règles de transparence, vous ne les votez pas. Ah bah vous vous adressez pas à la bonne personne, désolé, parce que moi je l'ai voté. Ah oui, mais moi je l'ai voté, monsieur Aziza. Je suis cohérent avec ce que sont mes idées et mes convictions. C'était un projet de loi de gauche. Je pense qu'il n'était pas suffisant et qu'il n'allait pas assez loin. Pourtant, je l'ai voté parce que je pense qu'il vaut mieux qu'on avance dans cette direction. Donc, je le dis très simplement, l'immense majorité des élus sont des gens intègres, mais on est pénalisé par cette image apocalyptique de tous pourris qui, au fond, est nourrie par ces affaires individuelles. Or, il n'y a pas de fatalité à ce qu'une démocratie soit contaminée par ça. Le dernier scandale en Allemagne, sur les 10 dernières années, c'est une ministre qui a utilisé ses miles pour aller faire un voyage à l'étranger. C'est ça les affaires en Allemagne. Pourquoi ? Parce qu'ils ont fait des vraies politiques de contrôle. Donc il faut juste qu'on se dote de ça. Et si on continue à être là-dedans, le FN continuera à monter. Il y a un deuxième facteur. Le deuxième facteur, c'est l'injustice. C'est l'injustice de notre système social. C'est l'injustice globalement du fonctionnement aujourd'hui de la société française. C'est le sentiment du salarié qui est au SMIC, qu'à la fin du mois, il lui reste rien. C'est l'impression de celui qui cherche un emploi qui n'est pas vraiment aidé, alors que dans le même temps, on ferme les yeux sur un certain nombre de personnes qui profitent du système. C'est globalement le régime des retraites, sur lequel on demande des efforts aux Français, tout en laissant subsister les régimes spéciaux de retraite de EDF, ou les différents régimes spéciaux qui sont dans notre système français. Et donc, ce sentiment d'injustice aujourd'hui, il mine le rapport à la République. Les Français ont juste le sentiment que tout ça n'est pas équitable, n'est pas juste. Et c'est, pour moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de savoir est-ce qu'on vote pour le FN, jusqu'où va aller le FN, qu'est-ce qui se passe. Ce qui m'intéresse, c'est les causes profondes de cette espèce de mal-être français qu'on voit s'installer. Tout au long de cette émission. S'il y a un élu FN pour vous, ce sera un épiphénomène ? Non, mais l'épiphénomène, enfin, si vous voulez en politique répondre à ce qui se passe, c'est pas à travers une réponse politicienne sur quel est le niveau du FN, c'est en s'interrogeant sur quelles sont les raisons de fond dans le fonctionnement aujourd'hui de la société française. Jean-François Copé dit que c'est un effondrement électoral de la gauche. Est-ce que c'est pas un peu réducteur ? Est-ce qu'il n'y a pas aussi un effondrement de l'électorat UMP ? Mais il y a un effondrement de toute la politique en France. Et bien sûr que c'est réducteur de faire semblant que ce ne soit que la gauche qui s'effondre. On a aujourd'hui
Et j'ai l'impression que tous les politiques n'en ont pas conscience. Un seuil de défiance par rapport à la politique qui n'a jamais été aussi élevé. Je peux pas, moi je me suis engagé en politique jeune, j'y crois, j'ai fait beaucoup de sacrifices pour faire ça. Je peux pas considérer comme anodin le fait qu'aujourd'hui les gens aient cherché des réponses du côté de l'extrême droite et que quand ils nous entendent, ils ne nous croient plus. Donc on a un problème qui est un problème majeur aujourd'hui, c'est une crise du politique qui n'a jamais été à un tel niveau. Et en tout cas, c'est le sens de ce que moi je souhaite faire, participer à une génération qui reconstruise un minimum de socle de confiance et d'exemplarité. Raphaël Hermano. Est-ce que du coup vous approuvez le Front républicain auquel appelle le PS à Brignoles, sachant que dans votre parti, c'est un principe qui a clairement du plomb dans l'aile? Non, j'approuve pas ce Front républicain, parce que pour moi, c'est une réponse qui est une réponse purement politicienne. Et donc, je le répète simplement... Ça veut dire que vous voulez pas des votes, vous voulez pas des bulletins PS, vous les rejetez? Je ne enfin, veux... les gens que la gauche vote pour l'UMP, ça vous froisse. Pour moi, dès qu'on est dans cette réponse qui est une réponse purement de tactique politicienne, on a déjà perdu. Parce qu'au fond, la question, c'est pas comment faire barrage au FN à tout prix. La question, c'est comment faire en sorte que les gens qui portent leur désespoir ou leurs attentes sur le FN voient qu'il y a d'autres alternatives. Et donc, le sujet n'est pas dans les petites alliances politiciennes, les petits accords d'arrière-boutique. Le Front républicain, au départ, c'était pas des petites alliances politiciennes, c'était l'idée. C'était 2002 notamment. C'était quand même l'idée qu'il y avait des partis républicains qui faisaient front contre l'extrême droite. Oui, mais vous voyez bien, pourquoi est-ce que ça me gêne? Parce que d'une certaine façon, qu'est-ce qu'on est en train d'expliquer? Il y a une vague du FN qui monte de plus en plus. On ne s'interroge pas sur les raisons de fond qui font que cette vague monte, mais on essaye de faire une digue totalement fantasmatique et imaginaire qui est supposée arrêter cette montée-là. C'est pas ça. Si vous voulez arrêter la montée du FN, c'est aux questions de fond qu'ils nourrissent qu'il faut s'attaquer. On poursuit. Et ce problème-là suppose, y compris, de poser des questions qui dérangent. C'est quoi la différence entre la solidarité et l'assistanat? On va en parler. On va en parler. Attendez, Marie-Ève. Juste sur l'actualité, justement, François Hollande est allé en déplacement en province, parler de l'emploi, et lui, il maintient que pour retrouver la crédibilité, la confiance vis-à-vis du politique, il faut s'engager sur des résultats, et lui, son résultat, c'est l'inversion de la courbe du chômage. Pourquoi est-ce que vous n'y croyez pas? Moi, je jugerais sur pièce. Je rêverais de pouvoir y croire. Mais il y a une règle qui est malheureusement une règle économique assez simple et que tout le monde connaît, c'est que si un pays n'a pas, en tout cas la France, si elle n'a pas plus de 1,5 point de croissance, elle ne crée pas d'emploi. Dans les perspectives qui sont avancées par le gouvernement, on est au mieux entre 0,8 et 0,9 points de croissance. Il a peut-être été un peu prudent, par tactique. Est-ce que vous trouvez qu'il est prudent, par tactique, de promettre aux Français d'ici à la fin de l'année qu'on va inverser la courbe du chômage? Moi, j'écoute avec attention ce qu'ils disent. Ils nous disent qu'il y aura une pause fiscale l'année prochaine. Est-ce que c'est prudent ou est-ce que c'est du slogan? Ils nous ont dit que principalement, il n'y aurait que les riches qui paieraient et pas les classes moyennes. Est-ce que c'est prudent par tactique ou est-ce que c'est du slogan? On nous dit maintenant que la courbe du chômage va s'inverser d'ici à la fin de l'année. C'est prudent par tactique ou c'est du slogan? Mon sentiment, c'est qu'on a un président de la République qui pratique la politique du slogan. Et je ne vois aucun symptôme. Moi, je connais bien la Loire. C'est le département qui est juste à côté de chez moi. C'est un département qui souffre en termes d'emploi de façon catastrophique. La situation de l'emploi ne se redresse pas du tout dans la Loire, elle continue à s'aggraver. Et on a un président de la République qui vient la bouche en cœur en nous disant j'ai une baguette magique, il va y avoir une inversion de la courbe du chômage d'ici à la fin de l'année. Je vais vous dire mon sentiment. C'est que précisément, et c'est pour ça que je suis très dur avec François Hollande, il est pour moi l'incarnation de ces politiques qui racontent n'importe quoi avant les élections et considèrent que le mensonge fait partie des outils de la politique. Ça veut dire que ça va s'aggraver? Ça veut dire qu'il n'y a pour moi aucune chance qu'il y ait une inversion de la courbe du chômage d'ici à la fin de l'année qui soit durable. Et donc ça veut dire que le Front National va prospérer? Non, juste ce que ça veut dire, c'est que pour l'instant, la seule chose qui fait baisser le chômage, c'est SFR. Enfin, on va le dire en façon brute de décoffrage, mais cette espèce de cinéma auquel on a assisté en août est juste pitoyable. Non, ça explique en partie la baisse, mais pas toute la baisse du chômage. Vous savez, la politique de l'emploi, je la connais bien. Je m'en suis occupé. Et d'ailleurs, quand vous étiez ministre, le chômage a baissé. Il a partiellement baissé. Ah bon? Je ne prétends pas, oui, c'est vrai, je ne prétends pas qu'on ait fait des miracles, loin s'en faut. Et il y a eu aussi des phases d'augmentation qui étaient très dures. Et ce qu'il y a de certain, c'est que j'ai jamais pris d'engagement aussi stupide. Attends, bref, on poursuit. Mais monsieur Aziza, pardon, mais je pense que ce sera assez simple, on jugera sur les faits. Il y a un engagement qui a été pris par le président de la République, on verra d'ici 3 mois si jamais c'est un engagement qui était un pur slogan ou si jamais c'est tenu.
Alors on poursuit Raphaël Hermano. Parmi les propositions un peu choc de l'UMP, vous proposez tous, autant que vous êtes, d'abroger les 35 heures. Autant qu'on est. Autant que vous êtes à l'UMP, parce que ça vous veut êtes, dire quoi cette expression, monsieur nombreux, parce que vous êtes nombreux et vous n'êtes pas tous d'accord en général, mais pour ce concernant les 35 heures, vous proposez tous de les abroger. En quoi est-ce que ça va vraiment être un électrochoc pour l'économie ? Quand vous avez chez moi une entreprise, une PME du plastique en Haute-Loire, qui est en compétition avec l'Allemagne, et que nous, on est à 35 heures, et que la PME en Allemagne est à 39 heures. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment on tient ? Je ne vous parle pas de la Chine, je ne vous parle pas de l'Inde, je vous parle juste des voisins de l'autre côté. Il se trouve que d'ailleurs, l'Allemagne a un secteur de la plasturgie qui est très fort. C'est juste pas possible. Et donc, en France, on a trop, et on en a notre part de responsabilité. Cultiver, au fond, cette espèce de syndrome dans lequel on croit qu'on peut gérer la France tout seul dans son coin, sans regarder ce qui se passe chez les voisins. Alors, vous invoquez la compétitivité. Je voudrais aller jusqu'au bout de la réponse. On a invoqué cette question de la crédibilité du politique. Mais je me l'applique aussi à moi-même. Ça fait 10 ans qu'on disait que les 35 heures étaient nocives pour l'économie. Mais pourquoi ne pas les avoir abrogées pendant les 5 dernières années ? J'ai jamais été en responsabilité sur le sujet des 35 heures, mais je considère que c'est une de nos erreurs, c'est tout. Vous faites travailler les gens 39 heures, payés 35 ? Je pense... Sarkozy dit que c'est un non-sens. Je pense qu'il y a précisément une voie qui permet à la fois de le faire pour les salariés et les entreprises. Alors comment vous faites ? Vous passez de 35 à 39 heures et vous partagez le gain en deux. La moitié du gain pour les entreprises, la moitié du gain en revalorisation des salaires. Vous allez avoir des salariés qui auront un peu plus d'argent, alors qu'aujourd'hui ils sont étouffés par les impôts. Sauf s'ils font des heures supplémentaires. Là, ils gagnent plus. Oui, sauf que par le biais des heures supplémentaires aujourd'hui qui sont fiscalisées, un salarié n'a plus intérêt à faire des heures supplémentaires. C'est ça aujourd'hui la réalité qui est en train de s'installer dans le pays. Et je ne sais pas si vous voulez qu'on parle maintenant du budget. Non, on en parle après. On parle d'abord de l'emploi, et notamment du travail du dimanche, Marie-Hélène Malouet. Est-ce qu'il faut revenir sur le travail du dimanche et comment ? En tout cas, sur ce sujet-là, on voit bien qu'on a affaire à un de ces espèces de maquis juridiques français où, parce qu'on n'a pas le courage d'aller suffisamment loin, on fait des bouts de ficelle qui n'ont plus aucun sens. Donc vous êtes magasin de jardinage... Vous pensez à la loi Maillet, par exemple ? Je pense globalement aux lois qu'on a faites et sur lesquelles on a tous notre part de responsabilité. Isabelle Debré a fait un très bon travail sur ce sujet. Sénatrice au Sénat, qui a beaucoup investi et qui était favorable à ce qu'on clarifie la situation. Et votre président du groupe, Christian Jacob, il dit non, il ne faut pas toucher à la loi. Hein, il dit ça. Non, c'est pas du tout la position qu'adopte Christian Jacob. Ah bon, c'est ce qu'on a vu dans ses déclarations. C'est la position d'une majorité des députés UMP, en tout cas, c'est ce qu'il dit. Non, ce qu'on dit, c'est qu'on ne veut pas, et je ne suis pas pour, la généralisation du travail le dimanche. Et qu'en revanche, on clarifie les choses. Pour se dire, voilà, quand vous avez un magasin de bricolage qui est à côté d'un magasin de jardinage, que lui-même fait du jardinage, mais qu'on vous explique que vous avez le droit d'aller au magasin de jardinage, mais pas au magasin de bricolage, il y a un moment où je sais qu'on est le pays du bureau, mais voilà, peut-être qu'il y a une façon un petit peu plus simple de rationaliser. C'était mauvaise. Puisque aujourd'hui, c'est cette loi qui est appliquée. Monsieur Aziza, je ne prétends pas que tout ce qu'on ait fait était parfait, loin s'en faut. Et je ne prétends pas que parce que vous avez fait une loi il y a 5 ans, elle ne soit pas perfectible aujourd'hui. La politique, c'est comme la vie. La seule chose, c'est qu'il faut essayer de s'améliorer au fur et à mesure. Donc oui, on a adopté une loi, elle doit être corrigée, il y a des incohérences qui subsistent. Il y aura encore plus de dérogations. En fait, ce que vous expliquez, c'est qu'on ne touche pas au principe général et on refait encore des dérogations. Ça veut juste dire qu'il faut éviter que les dérogations soient stupides. Voilà. Si vous prenez par exemple sur la région Île-de-France, vous avez certaines zones commerciales qui sont à l'interface de 3 départements. En fonction du département où elles ont toutes eu des dérogations différentes. Enfin, à force de faire des règles qui sont si compliquées, on n'arrive plus à s'y retrouver. Mais donc, si vous faites la dérogation par rapport à la proximité, vous allez créer des centres commerciaux du dimanche aux abords des villes, c'est ça ? Non. Et plus de commerce dans les centres-villes ? Bon, vous savez, chez moi, au Puy-en-Velay, je me bats beaucoup pour précisément défendre mon commerce de centre-ville. Et je me suis opposé même à la création de nouvelles grandes surfaces commerciales qui n'avaient pas de sens par rapport à la taille de ma ville. Je crois juste que si on veut arriver à faire bouger notre pays calmement, il faut qu'on sorte de ces espèces de postures où c'est tout ou rien. Où c'est des débats qui tout de suite montent en épingle, où on se dit c'est soit tout le travail le dimanche, soit personne ne travaille le dimanche. Il y a des voies qui sont des voies pragmatiques et de bon sens, où on peut arriver à caler les choses tranquillement. Mais dans ce que vous expliquez, il y a une grande jardinerie qui vend des outils, vous allez ouvrir un autre magasin de bricolage à côté le dimanche, mais en centre-ville, vous ne pourrez pas avoir un petit magasin de bricolage. Si, bien sûr. La dérogation n'est pas liée au fait si vous êtes centre-ville ou périphérie. Non, pas du tout. C'est juste dire, quand vous êtes jardinage, bricolage, ameublement, c'est-à-dire des choses qui dépendent au fond de ce qu'on fait en général le dimanche, on accepte que ce soit ouvert. Par contre, quand c'est les courses, la grande distribution n'importe comment, non. Voilà, c'est juste cet équilibre simple qu'on peut arriver à trouver sans que ça aboutisse tout de suite à une crise nationale. Si on veut que la France bouge, il
il faut qu'elle sorte de cette espèce de dramaturgie républicaine où on organise des crises nationales à Et répétition. on poursuit sur la droite sociale. Le social, la droite sociale, la droite Wauquiez, Françoise Fresson. Vous dites beaucoup, il faut lutter contre l'assistanat. Mais quand vous avez autant de chômeurs qu'actuellement, est-ce que c'est un bon slogan de dire on veut lutter contre l'assistanat? Parce que les gens ont quand même très peur, ils ont besoin de protection, et c'est pas de leur faute, en réalité, s'ils sont au chômage. Madame Fressoz, ce que je pense d'abord, c'est que la question, c'est pas de chercher des slogans. Si vous me dites, est-ce que c'est... La droite sociale, c'est pas un slogan? Non, c'est principalement des propositions et des convictions. C'est ce que je vais essayer d'expliquer. Le but n'est pas de savoir si c'est politiquement porteur ou non. La question, c'est de savoir est-ce qu'aujourd'hui, la façon dont fonctionne notre social en France est bonne. Vous avez récemment eu une consultation des Français qui, aux 3/4, considèrent que notre système social n'est pas efficace et n'est pas juste. Je vais prendre un exemple précis. C'est un sondage? Oui, je crois qu'il a été fait par le CSA, il me semble, très récemment. Il est sorti ce matin. Quel est principalement ce que je dénonce? En France, on fait plus de social. On verse des prestations chaque mois. Si on prend le cas d'un demandeur d'emploi, on va lui verser sa prestation, mais on sera incapable de financer un permis de conduire. On sera incapable de proposer une formation qui sera efficace. Parce qu'il n'y a pas d'argent. L'État ne peut pas financer ça. Et précisément parce qu'on ne met pas l'argent là où il faut. Parce qu'on verse des prestations, avec des seuils d'ailleurs qui aboutissent à cette zone grise dans laquelle, entre le fait d'être au RSA et le fait de recommencer à travailler à temps partiel, en réalité, il n'y a quasiment pas de différence en termes d'amélioration de revenus. Et parce que notre argent, on le met entièrement sur les prestations et pas sur l'accompagnement. Là encore, et ça fait partie de ma façon de faire de la politique, sur ma ville, j'ai essayé de l'appliquer. Et plutôt que d'être uniquement sur une politique de prestation, on a favorisé l'insertion par le travail. On développe les chantiers d'insertion. Essayer de proposer à des gens qui sont éloignés de l'emploi une insertion par l'activité économique. Les résultats sont bien meilleurs. Ça, c'est mon social. Moi, mon social, c'est pas l'assistanat, c'est celui qui mise sur l'insertion par le travail. Prenons un exemple très concret. Sur l'indemnisation du chômage, vous diriez qu'il faut réduire pour certaines catégories et faire plus d'accompagnement. Comment vous faites? Non, par exemple, si on prend la question de l'assurance chômage, on a en France un système dans lequel vous avez très peu d'accompagnement de Pôle emploi. Ce gouvernement l'a encore plus fait sauter, puisque maintenant, quelqu'un qui est demandeur d'emploi n'a même plus un rendez-vous chaque mois. On baisse... Ça dépend, il y a des inégalités de territoire, ça dépend. Oui, et d'ailleurs, vous le dites très bien vous-même, c'est injuste. Voilà. On est dans un système qui est aujourd'hui injuste. Et dans lequel, en plus, les agents de Pôle emploi ont très peu d'outils pour favoriser le retour au travail. Une mesure toute bête, le financement de permis de conduire. Donc moi, ce que je propose, c'est qu'on ait un meilleur accompagnement, qu'on soit aussi plus exigeant. C'est-à-dire que quand il y a un poste qui est sur la table et qui correspond à des qualifications, qu'on soit obligé de le prendre. Et aussi qu'on réfléchisse à un système comparable à l'Allemagne ou à l'Angleterre, où on propose aux gens qui sont à l'assurance chômage de faire des travaux en même temps. Tout le monde a des compétences. Pouvoir faire de l'accompagnement scolaire, pouvoir contribuer aux sorties d'école, pouvoir contribuer aux accueils dans les services publics, mais pas juste rester chez soi. L'accompagnement scolaire, des rythmes scolaires, c'est ça? Vous les mettez les chômeurs, là? Par exemple, je vais prendre un cas très simple. Vous avez des gens qui sont aujourd'hui demandeurs d'emploi, qui restent chez eux, personne ne les appelle, personne ne s'occupe d'eux, qui peuvent être des personnes qui ont des compétences. Dans le même temps, vous avez des enfants qui auraient besoin d'accompagnement, encadrés par l'école, qui soient un petit peu organisés. Est-ce qu'il n'y a pas une façon aussi de redonner du sens à tout ça? On a des pays qui s'engagent là-dedans. L'Allemagne le fait, l'Angleterre le fait. Pourquoi est-ce qu'en France, on est dans cette vision du social qui est à ce point-là passéiste? Je le dis simplement, pour moi, c'est oui à la solidarité, non à l'assistanat. Ça ne veut pas dire pas de social, ça veut dire un autre social. Alors pendant ce temps, vous parlez social, François Hollande parle emploi, et Manuel Valls met l'accent sur la sécurité, Raphaël Hermano. Oui, monsieur Aziza, il parle mais il fait rien. Justement, mardi, le ministre de l'Intérieur a annoncé la création d'une nouvelle zone de sécurité à Forbach. Est-ce que vous l'approuvez? Là encore, et je crois que ça fait partie de ce qui contribue aux symptômes de nos crises du politique, c'est beaucoup d'annonces, trop peu de résultats. Beaucoup de paroles, trop peu d'actes. Ces zones de sécurité prioritaires, elles n'ont pas encore fait leurs preuves, selon vous? Je regarde Marseille. Est-ce que ça marche? Je me permets de vous poser la question. C'est très récent encore. Est-ce que ça marche? Pour l'instant, est-ce qu'on a des résultats? Par rapport à Marseille, Donc, attendez, moi, je ne porte pas de jugement a priori. Monsieur Wauquiez, une question. Vous dites par rapport à Marseille, on ne voit pas les résultats. Vous dites l'insécurité augmente à Paris, c'est à cause du maire. Ce qui se passe à Marseille, c'est à cause du maire ou pas? Vous m'avez entendu dire que mais vous êtes membre de l'UMP. C'est l'UMP qui dit ça. Il se trouve que je ne vous dis pas, vous, journaliste, vous dites ça, monsieur Aziza. Je vous prends pour une personnalité que j'estime et que je vois individuellement. Vous êtes vice-président de l'UMP, donc l'UMP dit ça. Est-ce que ce qui se passe à Marseille, c'est à cause du maire ce n'est pas à cause du maire, à cause du gouvernement? Et ce qui se passe à Paris, au niveau sécurité, c'est à cause du maire? La politique de sécurité, c'est de la responsabilité du gouvernement. Après, un maire, dans son action, peut contribuer à améliorer la sécurité ou contribuer à la dégrader. Sur ma ville,
j'ai une situation de sécurité qui est gérée par le commissariat, ça ne m'a pas empêché d'investir dans des caméras de protection et dans un travail conjoint avec la police municipale. La principale responsabilité, c'est celle du ministre de l'Intérieur, c'est Manuel Valls. Après, les maires, par leur action, peuvent aider ou ne pas aider, ce qui est une politique de sécurité. Voilà, c'est tout simple. Manuel Valls fait de l'agitation, mais pourtant ça semble fonctionner, puisqu'il est plutôt très populaire. Monsieur Hermano, et je crois que c'est d'ailleurs un des fils conducteurs de tout ce qu'on se dit aujourd'hui, ça fonctionne où ? Ça fonctionne dans les sondages ou ça fonctionne sur la réalité de la sécurité en France ? Non, là on parle des sondages. Ouais. On est d'accord. Sur la réalité de la sécurité en France, ça ne fonctionne pas. Et ça, moi, c'est ce qui m'intéresse. Et je pense que le gouvernement doit faire très attention. Parce qu'il prend beaucoup de partis pris, de postures, d'annonces. Sauf que maintenant, les Français, ils jugent sur pièce. Et il faut que tous les politiques, de gauche comme de droite, l'intègrent bien. Et si j'applique tout ça aux municipales, par exemple. Dans le cadre de la campagne sur les municipales, pour moi, il y a un enjeu qui est très important. C'est pas juste de gagner des villes. C'est que derrière, on puisse montrer que précisément on a compris ces leçons et qu'on prend des engagements qu'on suivra sur la durée. Je milite, et là pour le coup dans ma famille politique, pour qu'on prenne des engagements de non-augmentation des taux d'impôt. Les Français ne croiront pas au moment des municipales et au moment des élections. Par contre, ils pourront juger. Et ils pourront voir sur les 3 ans qui seront devant nous, si jamais oui ou non, on a été capable de tenir cet engagement. La fiscalité locale aujourd'hui est confiscatoire pour les classes moyennes et les familles modestes. On continue sur la sécurité, sur l'immigration, sur Manuel Valls, Marie Malouine. Est-ce que vous pensez que le débat sur les Roms est opportun ? Est-ce qu'il est révélateur ou est-ce que c'est un débat auquel on accorde trop de place ? Je vais répondre assez simplement à cette question. D'abord, la première chose que je constate, c'est que Manuel Valls, qui poussait des cris d'orfraie quand nous on en parlait, tient maintenant un discours qui est exactement comparable à ce que pouvait dire à l'époque Nicolas Sarkozy ou les membres de notre majorité. Sur l'action ? C'est une première question qui m'interroge quand même. Elle est où la sincérité ? Quand il était dans l'opposition, il disait quelque chose. Quand il est dans la majorité, il dit autre chose. Le deuxième point, qui est aussi pour moi évidemment une interrogation, c'est que derrière ce discours, au fond, on assiste à quoi ? Une impuissance politique. C'est-à-dire que nous, on n'est pas arrivé à corriger suffisamment la situation des Roms. Manuel Valls fait de l'agitation, mais ne corrige pas la situation des Roms. Et donc, si jamais on veut arriver Corriger la situation des Roms, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour moi, aujourd'hui, on a un système européen qui ne fonctionne pas. Et c'est ça la question de fond qui est posée derrière la question des Roms. Vous avez une Europe dans laquelle vous avez des pays qui ont des différences de revenus qui sont beaucoup trop importantes. Et le système de libre circulation qui n'est pas encadré aboutit à ces situations absurdes où on projette sur les routes d'Europe des populations qu'on n'est pas capable d'intégrer. Problème européen qui date de quand ? Enfin, qui date, on va faire simple, mais qui date d'un élargissement européen qui a été mal géré. L'intégration de la Roumanie et de la Bulgarie, les perspectives de leur intégration à l'intérieur de Schengen sont des erreurs. Et quand l'Europe a cherché à intégrer trop vite, à marche forcée trop rapidement, on se retrouve à l'arrivée avec ces problèmes-là. Alors justement là-dessus, une question de Raphaël Hermano. Oui, justement, vous vous montrez aujourd'hui très hostile à l'entrée de la Roumanie et de la Bulgarie dans l'espace Schengen, mais quand vous étiez ministre des Affaires européennes, vous répétiez pourtant que la Roumanie et la Bulgarie ont à terme vocation à rentrer dans l'espace Schengen. Alors, à l'époque, la France pensait que c'était inévitable, ça allait finir par se faire. Est-ce que vous avez changé d'avis sur ce point ? Alors, monsieur Hermano, d'abord, la première chose, ça me fait plaisir parce que comme ça a fait l'objet de certains débats dans certains journaux dans lesquels eux parlent mais on ne peut pas répondre, ça me permet de répondre. D'abord, la première chose, comme ministre des Affaires européennes, je me suis totalement opposé à ce qu'on enclenche le moindre pas dans la direction de l'intégration de la Roumanie et de la Bulgarie dans Schengen. Ce que j'ai dit, et ça je l'avais dit à l'époque, c'est qu'à terme, quand ils seront prêts, on peut l'envisager. Mais aujourd'hui, ils ne sont pas prêts. Vous êtes opposé de quelle manière ? Parce que je comprends pas. C'est tout simple, c'est quand vous êtes autour de la table européenne, on vous dit, bon, est-ce qu'on ouvre le processus d'intégration de la Roumanie et de la Bulgarie dans Schengen ? C'est ce qui a été dit officiellement à l'époque par le gouvernement français. C'est ce qui a été dit officiellement à l'époque par le gouvernement français, et on était d'ailleurs attaqué par la Roumanie et la Bulgarie, qui nous traitaient d'ennemis de leur pays. Mais quand on dit à terme, on ne pense pas à très long terme, on pense dans les années qui viennent. Alors, à terme, si jamais ils règlent leurs problèmes de corruption, si jamais ils sont capables d'avoir un contrôle douanier aux frontières, si jamais ils font enfin le travail pour essayer d'avoir un fonctionnement intègre à l'intérieur de leur pays. Bien sûr qu'ils peuvent intégrer. Sauf que, et là vous me posez la question, est-ce que j'ai changé d'avis ? Ce que je constate, c'est qu'en 2 ans, non seulement ça ne s'est pas amélioré, mais ça s'est dégradé. Et ce que je constate, c'est que Schengen ne va pas dans le sens d'une amélioration, mais d'une dégradation. Est-ce qu'il faut faire un bras de fer et dire l'espace Schengen, ça ne marche pas et on ne l'applique plus ? Je pense qu'aujourd'hui, l'espace Schengen ne marche pas et qu'il faut envisager très sérieusement une sortie de l'espace Schengen. Oui. Une sortie de l'espace Alors Schengen. ça veut dire quoi très concrètement ? Vous remettez des frontières ? Ça veut dire très concrètement que je pense qu'aujourd'hui, faire fonctionner l'espace Schengen sur un si grand nombre de pays, avec une absence de fonctionnement qui soit suffisamment structurée et organisée, est une erreur.
Donc oui, je pense qu'aujourd'hui, la France doit sérieusement s'interroger avec ses partenaires sur le fait de maintenir ou non l'espace Schengen. Non, mais vous dites sortir de l'espace Schengen, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire on arrête avec l'espace Schengen ou on empêche des nouveaux entrants de rentrer dans l'espace Schengen. Ça veut dire d'abord, on arrête tout de suite toute entrée supplémentaire ou tout processus supplémentaire de rattachement de nouveaux entrants à l'intérieur de l'espace Schengen. Et il faut qu'on se pose avec nos partenaires pour lucidement analyser la situation. Remettre en cause Schengen ou pas ? Pour moi, ça signifie remettre en cause Schengen. Ça veut dire oui, que bien la sûr. France remet des frontières ? Ça veut dire que la France doit réfléchir avec les partenaires qui sont pour elle les partenaires fiables, qui sont ceux du Benelux, qui sont l'Allemagne, pour réfléchir ensemble aujourd'hui aux défaillances du fonctionnement de Schengen. Ça veut dire Schengen remettre ne des marche frontières pas. vers le sud ? Vers l'Espagne, vers l'Italie ? Ça veut dire oui, de fait. Ça veut dire qu'on a besoin aujourd'hui de réfléchir. Est-ce qu'on peut maintenir un système de frontières tel qu'il est aujourd'hui, qu'on n'arrive plus à contrôler ? Ça veut dire que si vous revenez au pouvoir en 2017, il n'y aura plus de Schengen. Ça veut dire qu'en tout cas, pour moi, aujourd'hui, il y a une interrogation de fond à mener sur la pertinence de Schengen. Oui, c'est-à-dire que si jamais Schengen ne se réforme pas, si jamais des pays qui sont aujourd'hui à l'intérieur de Schengen ne sont pas capables de garantir leur contrôle aux frontières, il faut sortir de Schengen. Est-ce que la France ne serait pas seule là-dessus ? Quels sont les pays Je pense qu'on a aujourd'hui beaucoup de pays qui s'interrogent sur la capacité de Schengen d'assurer une vraie protection des frontières. Quel pays, d'après vous ? C'est pour avoir parfois discuté avec des interlocuteurs belges, des interlocuteurs allemands, des interlocuteurs des Pays-Bas. On voit bien que c'est une question aujourd'hui qui monte. Et donc il faudra embaucher d'autres douaniers. C'est pas, monsieur Aziza, la question est pareille. Et encore une fois, ces réductions sont toujours... Il faut voir les conséquences de tout ça. Oui, mais les conséquences de tout ça, ça veut dire peut-être qu'il faut substituer un autre système à Schengen. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'il faut tous se recroqueviller sur notre périmètre national. Ça veut dire que si ça ne fonctionne pas, il faut le corriger. Et derrière, c'est un point qui me semble sur lequel il faut qu'on soit lucide, on fait semblant que l'Europe marche. Il y a des sujets où l'Europe, ça ne marche pas. Donc notamment les Roms, d'après vous, Raphaël Hermano, qui a une précision. Au fond, cette problématique des Roms, elle est assez symptomatique et elle vous permet de dire aussi que il faudrait sortir de l'espace Schengen. Donc derrière, il n'y a pas d'instrumentalisation de cette question, parce que on se dit quand même, à force de pointer du doigt une population qui, au fond, représente seulement 17 000 personnes, qui est ultra pauvre, qui est souvent réduite à mendier et à dormir sous les ponts, on est quand même dans quelque chose d'assez choquant. Non ? Mais, monsieur Hermano, c'est précisément parce qu'on voit bien que le système européen actuel n'apporte pas de réponse à cette population. C'est précisément parce que le système européen aboutit à un gouvernement en Roumanie, en Bulgarie, qui ne s'occupe pas de ces populations alors qu'il a des fonds européens qui étaient dédiés à ça. C'est précisément parce qu'on voit que le système européen actuel aboutit à ce que chaque pays s'envoie les Roms d'un côté et de l'autre, qu'il faut en tirer les conséquences. Il ne s'agit pas d'instrumentaliser. Donc il n'y a pas de course à l'échalote entre Valls et une partie de la droite sur le thème des Roms Non, je pense qu'au contraire, la question, et c'est la seule façon d'en sortir vers le haut, c'est pas juste de dire il faut sortir les Roms, c'est de se dire derrière le sujet des Roms, et je suis d'accord avec vous, qui n'est pas en soi un sujet central, il y a une question de fond qui, elle, est centrale, qui est posée. C'est comment vous faites tourner l'Europe avec autant de pays qui ont des niveaux de vie aussi différents et avec un système de libre circulation. Vous êtes europhobe ou pas ? Non, je suis profondément européen, mais ce que je pense, c'est que l'Europe aujourd'hui ne fonctionne pas, et que donc il faut changer l'Europe. Et si vous voulez sauver le projet européen, il faut revenir à ce qu'était l'esprit des pères fondateurs. On l'a perdu. Alors, on revient en France avec le projet de la Taubira, Marie-Ève Malouine. Justement, sur les questions qui fonctionnent et qui ne fonctionnent pas, la récidive, il y a eu beaucoup de lois, ça ne fonctionne pas. Christiane Taubira présente un projet de loi. D'emblée, il est refusé, traité de laxiste. Est-ce qu'il ne faudrait pas regarder d'un petit peu plus près pour dire qu'il faut bouger les choses, puisque ça ne fonctionne pas, ce qui a été mis en place ? La France détient des records là-dessus. Oui, mais ce qui est assez étonnant dans l'approche de Madame Taubira, et la logique m'échappe un peu. En gros, on voit bien qu'on a un système de justice qui ne permet pas d'assurer une sanction effective des peines. Et la réponse qui est apportée par Madame Taubira, c'est pas on va essayer de faire en sorte que quand il y a des peines et des délits, il y a une sanction, c'est de dire quand il y a des peines et des délits, il va y avoir encore moins de sanctions. Avec un système que je considère comme étant... Vous ne voyez pas que vous caricaturez un peu ? Il y a des sanctions. Les gens sont emprisonnés, ils ressortent, ils recommencent. C'est ça qui ne marche pas. Non, ce qui ne marche pas, c'est que vous avez très peu de personnes qui sont condamnées et qui aboutissent à une exécution effective de leur peine. On est sur des statistiques qui sont de mémoire, alors je préfère pas avancer de faux chiffres, mais qui sont à peine 3/4 d'exécution véritable des peines et des décisions de justice. C'est ça qui est le vrai problème aujourd'hui de la justice française. La loi vise justement à faire appliquer les peines, qu'elles soient alternatives à la prison ou qu'elles soient des peines de détention. Non, elle vise à diminuer le niveau des peines. Non, parce que elle vise à faire en sorte que les gens n'aillent plus en prison. La peine, c'est l'emprisonnement, forcément. Il n'y a pas de peine alternative pour vous possible. Je vais vous poser une question très simple. Non, c'est ça la question. Puisque quand vous dites qu'il n'y a pas de peine, les gens ne vont pas en prison, c'est pour vous la peine, c'est que la prison. Je vais prendre un exemple concret, ça nous permettra de mieux comprendre ce dont on parle.
les gens qui ont pris en otage une rame de RER, qui les ont quand même, vraiment séquestrés, rackettés, etc. Ils n'ont même pas été condamnés à une peine qui, avec la loi Taubira, aboutira à ce qu'ils aillent en prison. Ça, vous trouvez ça normal? Moi, je pense que c'est une erreur. Et je pense que c'est très mauvais quand on a affaire à des cas comme ça, de laisser juste en disant pas besoin de peine de prison. Parce que c'est un cas particulier, la loi Taubira n'existe pas. C'est précisément parce que... Il n'y a pas de rétroactivité de la loi non plus. Donc, non mais, je prends un cas concret. Alors si les cas concrets dérangent, on peut aller faire autre chose. C'est complexe, on ne le connaît pas, et vous parlez de plusieurs personnes, et pas d'une seule. Donc on ne connaît pas de dossier, franchement, on ne peut pas, ni vous ni moi, parler de ce dossier qu'on n'est pas dans le détail. Ce qu'il y a d'assez clair, c'est qu'en tout cas dans le fonctionnement de la loi Taubira, sur des peines qui vont aujourd'hui jusqu'à 2 ans de prison, les gens n'iront plus en prison. Voilà. Est-ce que c'est normal ou non? Ça, je laisse à l'appréciation de chacun. Moi, je réponds non. Ils iront plus en prison, mais ils auront pour certains un bracelet électronique, une astreinte à domicile. Enfin, il y aura quelque chose qui sera une alternative à la peine. Alors qu'aujourd'hui, ils vont pas en prison. Ils vont pas en prison, mais il n'y a pas de peine non plus. Comme je vois l'ampleur des peines qui aboutissent à des condamnations qui sont inférieures à 2 ans de prison, et se dire que la seule sanction va juste être que vous pouvez continuer tranquillement avec comme seule astreinte un bracelet et un tout petit peu d'astreinte à domicile, je pense pas que c'est une bonne solution. Et les 1000 postes de probation créés, ça va dans le bon sens ou pas? Je l'ai dit simplement, c'est-à-dire vous pouvez mettre autant de postes que vous voulez, si vous ne changez pas le fonctionnement de la justice en France, on n'aboutira pas à une vraie amélioration. Alors ce qui change en tout cas, c'est les relations au sein de votre parti, de l'UMP. J'espère qu'on dira un mot sur le budget, parce que c'est un point très important. Laissez-nous poser des questions, on va vous poser des questions sur le budget. Donc, l'UMP, tout va bien, sauf entre François Fillon et Nicolas Sarkozy, Marie-Ève Malouine. Alors François Fillon persiste, il redonne une interview à Valeurs Actuelles et il dit c'est pas possible, quand on a perdu, on peut pas se passer de faire l'analyse de ce qui a été fait et dire qu'on a fait une bonne campagne si on a perdu. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Il a raison? Ce que je pense de ça, c'est qu'il est urgent qu'on reprenne collectivement de la hauteur dans notre famille politique. Et pour moi, la guerre des chefs, ça suffit. Et quand je dis ça... Elle est inévitable, la guerre des chefs. Après une défaite, elle est inévitable. Est-ce que je peux répondre? Après, je reprendrai toutes vos questions, les 57 questions, avec plaisir. Non, 62. Les 62 questions, d'accord. Mais d'abord, la guerre des chefs, ça suffit. Et je dis ça en pensant à tous les protagonistes qui l'alimentent. Aujourd'hui, on a une UMP qui est fragmentée parce que trop de personnes jouent les affrontements personnels les uns avec les autres. Ce dont l'UMP a besoin, c'est de travail collectif. Ce dont l'UMP a besoin, c'est de réfléchir à comment est-ce qu'elle peut se renouveler, à la fois sur ses pratiques politiques en termes d'exemplarité, et en même temps sur les propositions nouvelles qu'elle est capable de mettre sur la table. Et quand on a la chance d'avoir des personnalités comme François Fillon ou Nicolas Sarkozy, je pense qu'on attend d'eux autre chose que ces espèces de conflits personnels. Une précision, parce que François Fillon, il a dit autre chose. Je suis le mieux placé que Nicolas Sarkozy pour l'emporter en 2017. Vous voyez, monsieur Azizard, cette espèce de politique du off est détestable. Mais c'est pas c'est du off. En l'espèce. Non, c'est imprimé noir sur blanc avec des guillemets. On parle des GDD là. Mais non, ça c'est Valeurs Actuelles. D'accord. Alors, vous me permettez de répondre. Je vais essayer de faire l'un après l'autre. D'abord sur la politique du off. On a un déjeuner à Nice, dont on a des propos off. Ensuite, on a une réaction officielle. Et puis ensuite, on va avoir des réactions. C'est ça la politique aujourd'hui. Là, vous parlez d'une interview de François Fillon. Alors maintenant, je vais vous répondre très simplement. D'accord. Je peux répondre? Voilà. D'accord. Cette obsession de 2017 est mortelle. Et vous l'avez eu aussi à un moment? Oui, bien sûr, j'essaie de me soigner. Vous envisagez de vous présenter à la primaire de 2016? Je ne me suis jamais exprimé sur le sujet. Pourquoi? Parce que je considère que ce n'est pas l'enjeu pour l'instant. Et que ce n'est pas la question pour l'instant. Et je pense que ce soit François Fillon, que ce soit Nicolas Sarkozy, que ce soit Laurent Wauquiez, la seule sujet qu'on doit avoir, c'est qu'il y a un budget, par exemple, qui est en ce moment, qui asphyxie les classes moyennes. On a des réflexions à avoir sur le fonctionnement européen, c'est des vraies questions. On a une inquiétude à avoir sur comment est-ce qu'on arrive à tenir la sécurité et lutter contre le communautarisme. Ça, c'est des sujets de maintenant. Cette espèce de projection... Vous ne serez pas candidat à la primaire en 2007? Cette espèce de projection, monsieur Hermano, des journalistes et des politiques, avec comme seul horizon 2017, elle est mortifère. Ben ça, c'est chez vous qu'il y a cette obsession de 2017, c'est pas chez nous. C'est pour ça que je ne réponds pas à cette question. Alors, votre je pense qu'il n'y a pas cette obsession. Vous étiez, vous, derrière François Fillon à un moment, puis vous l'avez quitté. Pourquoi? Quel était votre raisonnement? Pour une raison qui est toute simple, c'est que j'ai considéré que cette espèce d'accord bancal, de faux compromis... Au sein de l'UMP. Au sein de l'UMP, était très dangereux. Parce que ça aboutissait à une ligne politique qui n'est pas claire. Ça aboutit à une direction politique qui n'est pas suffisamment forte. Et du coup, notre parti ne se sort pas de cette guerre des chefs. Et donc, je pensais que c'était une erreur. Je crains entre nous que la suite de l'histoire ne me donne malheureusement un peu raison. C'est-à-dire? Donc,
C'est ce qu'on voit aujourd'hui, et ce que d'ailleurs vous dénoncez. C'est-à-dire ce sentiment de conflit larvé, de positionnement des uns avec les autres. Donc j'ai décidé de sortir de ces espèces d'écuries des uns et des autres. Mais vous avez et votre de me consacrer, propre écurie. Et de me consacrer à une chose, même si ça vous plairait que je dise autre chose, c'est précisément ce renouvellement de notre famille politique. Voilà. Et c'est à ça que j'essaie de me consacrer. Après, on verra bien. Et pour l'instant, ma seule obsession, c'est celle-là. Alors, le renouvellement, ça veut dire bilan aussi, analyse du bilan. Exactement. Est-ce que le bilan de Nicolas Sarkozy... Est-ce qu'on peut renouveler si on n'envisage pas le bilan, de savoir ce qui a marché ou pas, qu'est-ce qui était bien ou pas, si on ne fait jamais ce bilan-là? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Non, bien sûr que non, c'est-à-dire Vous avez parfaitement raison. Non, mais répondez avec vos mots. Bien sûr que non, ça veut dire quoi? Si j'ai un mini espace de quelques secondes pour pouvoir répondre avec mes mots, je plaide pour qu'on fasse ce travail. Donc, je le dis simplement, je plaide pour qu'on réfléchisse sur nos 10 ans d'exercice du pouvoir. Pour qu'on se pose sereinement les questions, pas d'autoflagellation, mais de se dire, par exemple, on a critiqué les 35 heures, on les a pas changées. Qu'est-ce qui s'est passé? On fait une réforme des régimes spéciaux, à l'arrivée, elle nous coûte plus cher que ce qu'on était supposé faire. Qu'est-ce qui s'est passé? On a mis le principe de précaution au sommet de la Constitution. Est-ce qu'on veut faire fonctionner notre pays sur la précaution et la crainte? Voilà. Donc, je pense qu'on a besoin... François Fillon, ça? Mais tant mieux. Donc c'est pas que de la guerre des chefs. Mais sur ce point-là, il peut y avoir des points d'accord. Donc bien sûr que pour moi, ce qui compte, c'est juste sereinement se poser les questions. Il y a des choses dont je suis très fier. Et puis il y a des choses sur les 10 ans qu'on a faites où je me dis, il faut qu'on se dise qu'est-ce qui n'a pas marché et comment on peut progresser. Il nous reste 6 minutes et il reste pas mal de questions, Raphaël Hermano. Justement, vous participerez à ce séminaire sur le bilan la semaine prochaine? La question, c'est pas juste un séminaire d'une demi-après-midi. Et vous y serez ou pas? La question n'est pas, alors je n'ai pas encore regardé mon emploi du temps, mais c'est une question de fond. Et c'est une question... Donc vous dites qu'il faut faire le bilan, mais vous n'allez pas participer à son élaboration? C'est pas ça, c'est que... Ça va dépendre uniquement de votre emploi du temps. Pas de la question de fond de savoir s'il faut participer à ce séminaire. Monsieur Aziza, vous pensez qu'on va faire ça gentiment, en une demi-après-midi? Ça y est, sujet réglé, on a réfléchi, fini? On va prendre des exemples concrets. Même si ça peut-être... Enfin, si vous m'autorisez à prendre des exemples concrets. C'est vous qui faites la réponse que vous voulez apporter. En matière de fiscalité, on a augmenté, nous, les impôts pendant 10 ans. Nécessairement, ça doit être un point d'appui pour nous sur ensuite notre réflexion sur la fiscalité et les impôts. On va se présenter devant les électeurs au moment des municipales, qu'on en tire les conclusions. Et qu'on se dise, on est contre les hausses d'impôts, mais on n'a pas été capable de le pratiquer. Changeons ça. Donc pour moi, cette réflexion n'est pas juste quelque chose que vous faites à la va-vite une demi-après-midi. Donc il ne va rien en sortir, selon vous? Non, c'est pas ce que je dis. Ça peut être un moment qui va initier quelque chose. Un moment de franche camaraderie entre vous. Tant mieux. C'est ça. Alors, on va parler de Marine Le Pen parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Quelle est l'attitude à avoir vis-à-vis du Front National? National? Vous ne voulez pas parler du budget. Mais attendez, on a parlé de beaucoup de choses d'emploi, de sécurité. Non, il faut qu'on parle de Marine Le Pen, du Front National. Je vais vous parler, si vous voulez, de Marine Le Pen. Et de ce que François Fillon dit du Front National. Allons-y. Vous me permettez? Non, on n'a plus le temps. Marie et Marine qui vous posent une question. C'est extraordinaire. Attendez, comment vous voulez qu'on puisse croire une demi-seconde à ce qu'on fait? Vous avez aujourd'hui des mesures extrêmement lourdes qui sont prises. On en a parlé pendant des semaines. Là, il y a l'actualité. Le Front National... L'actualité, monsieur Aziza, l'actualité, c'est les retraités. 5 millions de retraités qui vont prendre... Oui, on vous pose des questions parce qu'on n'a plus le temps. Malheureusement, nous n'avons que 45 minutes. Et dans l'actualité cette semaine, il y a la position de Marine Le Pen qui ne veut plus être appelée un parti d'extrême droite. Et de l'autre côté, vous avez François Fillon qui dit entre un PS et un FN, parfois, c'est pas forcément le FN cette question le ne plus m'intéresse sectaire. pas. Mais nous, nous intéresse votre Et vous pensez qu'elle n'intéresse pas du tout les électeurs qui se demandent s'ils peuvent voter pour un Front National par rapport à un PS? Je pense que notre travail à nous, c'est d'expliquer que voter par exemple pour le Front National quand on vous propose de faire sauter l'euro, ça va aboutir à appauvrir votre compte en banque, faire en sorte que votre plein d'essence sera plus cher et que quand vous voudrez acheter votre logement, vous aurez des taux d'intérêt qui explosent. Ça, c'est des questions qui sont pertinentes. Le FN propose de sortir de l'euro, c'est une folie pour les classes moyennes et les familles modestes. Le Front National est d'extrême droite ou pas? Honnêtement, ça ne m'intéresse pas. Non, mais nous, ça nous intéresse. Je vous ai répondu. Dans les conseils municipaux, ça m'intéresse pas. Est-ce qu'il y a une différence entre les élections nationales et un conseil municipal où on ne parle pas de sortir de l'euro? Je ne fais pas de différence entre ce qui est une gestion locale et une gestion nationale. J'ai pas un cerveau de maire et un cerveau de député. Quand je suis maire, j'essaye de faire en sorte d'appliquer les valeurs qui sont les miennes et ma vision de société. Et quand je suis député, j'essaye de m'appuyer sur ce qui est ma vision de terrain. Mais pourquoi vous et dans ma vision de terrain aujourd'hui, et parce que je vais quand même enfoncer le clou jusqu'au bout, c'est que plutôt que de se poser des questions sur le FN, parti d'extrême droite ou non, on fait beaucoup mieux de se poser des questions, même si visiblement elles ne vous intéressent pas, sur qu'est-ce qui va se passer pour les classes moyennes et les familles modestes dans ce budget. C'est quoi d'ailleurs, parce qu'on vous parle beaucoup de classe moyenne, de social, d'assistanat. Pour vous, c'est quoi une classe moyenne? On n'a pas très bien compris. C'est quoi une classe moyenne? Monsieur Aziza, je vous avais répondu la dernière fois. Non, mais c'est pas très clair. On est sur des échelles de revenus qui, en additionnant le revenu de l'ensemble des membres du foyer,
sont en gros aujourd'hui en France entre 1500 à 4000, 4500 euros net de revenus selon l'endroit où on vit. Évidemment, le pouvoir d'achat n'est pas le même à Paris ou en France, ou dans le reste de la France. Je voudrais quand même bien insister sur ce qui se passe. Aujourd'hui, avec ce budget, on a une paupérisation des classes moyennes qui est en train de s'organiser. On a commencé par taper les salariés avec les heures supplémentaires. On s'est ensuite attaqué aux familles. Et maintenant, il y a une mesure très lourde dont personne ne parle. Visiblement, ça ne fait pas l'actualité. Pourtant, c'est central, qui va consister à revenir sur des exonérations d'aides pour les retraités qui ont eu plus de 3 enfants. Cette mesure touche 5 millions de Français qui vont être affectés. 40% des retraités vont être affectés par cette mesure, qui en moyenne va leur faire perdre 300 euros. En fait, c'est l'imposition, on soumet à l'impôt. Oui. C'est un peu normal, c'est la solidarité, non ? Vous irez expliquer aux 40% de retraités qui ont des retraites très faibles que grâce à ça, ils vont basculer dans la catégorie imposable et que ça va leur faire perdre par an 300 euros additionnés à toutes les mesures précédentes qui ont été prises. Je vais finir là-dessus. Ce budget organise une paupérisation des classes moyennes et des familles modestes, et je suis très préoccupé par cette question, beaucoup plus que par la question de savoir si le FN est parti d'extrême droite ou non. Est-ce que c'est vrai que c'est Patrick Buisson qui vous conseille ? Non. C'est faux ? Il vous a jamais conseillé ? C'est quelqu'un que j'aime bien écouter, de la même manière que j'aime bien entendre vos questions, ni plus ni moins. Alors à l'Assemblée, le débat sur les retraites notamment, c'était important. Et on a vu une députée écologiste, Véronique Massonneau, exposer un député UMP qui, pour commenter les propos qu'elle tenait, s'est mis à faire la poule. Est-ce que ça relève le niveau du débat Non, évidemment que ça ne relève pas le niveau du débat. Mais si on veut relever le niveau du débat, on fait mieux de se concentrer sur ce qui est en train de se passer. Et ça, on l'oublie ? Oui. Est-ce qu'il faut des sanctions contre ce député ? Ce qu'il faut surtout, c'est qu'on change globalement le mode de fonctionnement du Parlement qui aboutit à ces absurdités. Mais derrière, qu'est-ce qui se passe au niveau du projet de loi ? On a un projet de loi... On parlait de la poule, c'est pas pareil. Le machisme en politique, est-ce que vous l'avez rencontré ? Est-ce que vous y avez été confronté ? Évidemment que le machisme en politique, ça existe. Je suis peut-être pas le mieux placé pour en parler parce que je pense que ce sont surtout mes collègues... Je pense que ce sont surtout mes collègues féminines qui pourraient en parler mieux, mais c'est évident qu'on a des problématiques. Et vous pouvez sanctionner quelqu'un qui, dans vos rangs, se comporte de cette façon-là ? Je pense que globalement, on a un problème sur le fonctionnement de notre Parlement qui aboutit à ce qu'on débat de sujets aussi importants que ça entre minuit et 3 heures du matin. Non, mais c'est pas ça la question. Et que ça aboutit... La question, est-ce qu'un élu de la République peut avoir ce comportement dans l'hémicycle ? C'est pas à moi de répondre, vous avez un président de l'Assemblée nationale, il est M. Bartolone. Non, il n'est pas membre de mon groupe, M. Bartolone. Et donc, il suffit de lui poser une question. Moi, après, ce que je considère, c'est que tout ça n'a pas tellement de sens, que ça ne contribue pas à renforcer l'image du politique en France. Mais honnêtement, c'est plus encore que ces questions-là, le fonctionnement global de notre débat parlementaire. Je voudrais quand même, parce que là encore, regardez ce dont on parle. On va parler du cri de poule et pas de la retraite à 62 ans. Aujourd'hui, dans ce projet de loi, qu'est-ce qui compte ? Cette femme députée parlait de la retraite, c'est ça le problème. Oui, on est bien d'accord. C'est pour ça que moi, je préfère, plutôt que de nourrir ça, qu'on parle de la retraite. Merci. Et on s'excuse, mais c'est la fin de l'émission. C'est la fin. On n'aura pas parlé de la retraite. Deux questions d'info aussi, on en a parlé. Merci en tout cas, Laurent Wauquiez, d'avoir répondu à notre invitation, d'avoir parlé de la retraite. Merci et de tous les autres sujets. Merci à vous de nous être fidèles. Et à la semaine prochaine. Merci.